si cette DPI existait, on éviterait un nombre de fausses couches, mais t'imagines même pas. C'est-à-dire que là, le transfert d'embryon que j'ai fait, on l'a pas regardé sous toutes les coutures. Peut-être qu'on m'a retransféré un embryon malade. Et je vais le savoir quand ? Je vais le savoir au bout de 3 mois quand je vais faire la myosynthèse. Hello les filles, c'est parti pour un nouvel épisode de Cœur de Mère. Mon invitée aujourd'hui, Sandy Héribert, est une femme que vous avez forcément croisée sur vos écrans. Journaliste sportive de choc, elle anime les plus grands événements mondiaux du Ballon d'Or au Dakar en passant par les JO. On la voit toujours solaire, belle, impeccable, sous les projecteurs. Mais derrière cette image de gagnante, Sandy Héribert mène depuis des années le combat le plus intime et l'un des plus éprouvants qui soit. Interruption médicale de grossesse, naissance miracle, tunnel de FIV. Elle a décidé de médiatiser son combat, celui de la PMA, pour briser les tabous de l'infertilité secondaire. Aujourd'hui, elle vient nous raconter comment on reste debout quand le corps et le destin s'acharnent un petit peu trop parfois. Et comment l'amour peut devenir un bouclier. Coucou Sandy. Bonjour Malika. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors, tu es franco-britannique ? Belgo-franco-britannique même. Ouais, franco-belgo-britannique. Ouais. Mon père est breton et belge et ma maman anglaise. Et t'as les 3 passeports ? C'est impossible, non ? J'en ai 2 déjà. J'ai français anglais, ouais. T'as 41 ans, t'es une figure majeure du journalisme sportif à l'international. Là, d'ailleurs, où les femmes sont encore rares. C'est vrai. De plus en plus, en revanche, mais c'est vrai que ça reste rare. Aujourd'hui, tu animes l'émission sur YouTube The Bridge. C'est une émission de conversation qui crée des passerelles entre sport, culture et société, en donnant la parole à des personnalités inspirantes autour de leur parcours, de la performance et de la réussite. C'est Et ça. tu n'animes pas cette émission toute seule ? Non, je suis en co-host avec Aurélien Tchouameni, qui est un international français qui joue pour le Real Madrid et pour l'équipe de France. T'es souvent, en fait, finalement, avec un footballeur. On aime bien. Moi, j'ai pas le footballeur dans ma vie, mais je l'ai en tout cas, comme on dit, à l'antenne. Si t'es là aujourd'hui, c'est surtout pour parler de ton rôle de maman, puisqu'on est dans Cœur de Mère. Avant de plonger dans ton univers en tant que maman, on va comprendre un petit peu tes racines. Donc, tu as une double nationalité, franco-britannique. Quel genre d'éducation t'as reçu ? Ça donnait quoi ? Ça donnait qu'à la maison, on parlait français-anglais déjà. Et ça m'a donné un énorme avantage que j'utilise aujourd'hui dans mon métier. Donc, je parlais les 2 à la maison. Et donc, par contre, quand je suis arrivée à la maternelle, on m'a mise à l'écart parce que mes parents trouvaient ça mignon que je parle un mot sur 2, tu vois, français-anglais. Sauf que les gamins, à 3 ans, ils ont dit « Ah, elle parle bizarrement ». Et donc, j'ai été mise un peu à l'écart. Donc, à l'école m'a permis de savoir que pour moi, c'était la même langue. Je parlais, c'était un petit dialecte de maison. Et tout le monde trouvait ça sweet dans ma famille. Sauf que je savais pas la différence entre le français et l'anglais. Donc, l'école, je me disais « Ok, donc là, j'ai pas entendu ces mots ». Et au fur et à mesure, au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à faire la différence. Mais avant ça, quand j'avais commencé à parler, tu vois, vers 18 mois, c'est vrai que je faisais des phrases et des mots et c'était un sur 2, quoi, quasiment. Qu'est-ce que tu fais alors avec ta fille ? Je lui parle anglais. Et elle parle ? Non, malheureusement non. À 4 ans et demi, elle peine à faire une phrase. Elle comprend tout ce que je lui dis, parce qu'elle me répond en français, la bourrique, mais elle peine à faire une phrase. Elle n'arrive pas à se lancer. Mais j'ai pas envie de l'embêter avec ça, tu vois. Donc, Et t'avais des frères et sœurs ? J'avais une petite sœur, 3 ans et demi plus jeune. Tu nous en as parlé avant qu'on débute l'émission parce que je te disais que tu étais grande et tu disais qu'elle était plus petite. Exactement. On s'arrêtera là. Mais oui. Tu t'es mariée il y a 2 ans avec Charles Fébreau, un ancien rugbyman, et que tu as rencontré sur un site de rencontre. Et oui, Tinder. Mais non. Merci Tinder. Mais ouais, je te jure, il y a 9 ans. Ah ouais. Je l'ai rencontré il y a 9 ans. Et toutes mes copines se sont mariées un été. J'ai fait 4 mariages, c'était que de les réseaux. Il y avait un Mythique, 2 Adopte un mec et un Tinder. Je me suis dit, putain, peut-être que je tente. Mais ouais, vraiment. Et je me suis dit, tu sais pourquoi pas moi. Et en fait, moi, je bossais beaucoup à l'étranger. Je faisais des tours du monde tout le temps avec mon travail. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et j'ai fait 2-3 dates pourraves avec d'autres. Et après, le 4e ou 5e que j'ai rencontré, c'était mon mari. Je l'ai vu, c'était l'amour fou. C'était tu l'as vu. Ah ouais. Bon, vous aviez, j'imagine, pas mal discuté avant. Écoute, non, parce que justement, je m'étais rendu compte que si tu parles un petit peu trop, en fait, tu vois, sur les réseaux avant, t'es souvent déçu. Et là, j'ai dit, écoute, je préfère pas qu'on parle trop longtemps, et il vaut mieux qu'on se voit assez vite. Donc, je l'ai vu, je crois, au bout de 3-4 jours, quoi. Et je l'ai vu, on est resté 6 heures ensemble. Ah oui, c'était un soir ? On a fait café après-déj. Et le soir, j'avais déjà un dîner chez moi. Et donc, du coup, j'ai proposé de faire un café à 14h. C'était à l'Hortensia, sur le boulevard Pereire. Et je suis repartie à 19h30. Et tout le monde m'attendait chez moi pour un dîner, quoi. Je suis partie le lendemain 15 jours aux États-Unis pour Netflix. Et on s'est appelé pendant 15 jours, 5 à 6 heures par jour. On est tombés amoureux au téléphone. On s'était déjà vu, ce qui était bien. Je savais qu'il me plaisait. Oui, ce qui est important, oui. On s'était pas embrassé. Mais je savais que... Et je suis tombée amoureuse pendant 15 jours. Je suis rentrée, c'était le début de 9 ans d'histoire.
C'est une histoire moderne. Oui, on ne peut plus moderne. C'est mes copines parfois me disent mais tu vas le dire à Dune. Je fais mais bien sûr. Je pense que tout le monde se rencontrera comme ça quand tu vas dans quelques Je pense que quelques tous années. les bébés ils vont avoir beaucoup grandi avec des parents qui Ouais. se sont rencontrés grâce au réseau. Tu as souvent dit que la maternité, c'était pas forcément ton truc à la base. Et c'est parce que tu as rencontré ton mari que tu as eu envie de fonder ta C'est famille. ça. Je me fermais pas de porte, c'était ni oui ni non. Je me suis dit, tu sais, moi j'avais des copines qui disaient: «Je veux, 2, 3, 4 enfants» et moi je me suis jamais dit: «La maternité, c'est pour moi». Je voulais me laisser, tu vois, la liberté de me dire si ça l'était ou pas. J'aimais les enfants, mais je voyais des copines qui allaient, jouer beaucoup plus longtemps avec les enfants des autres, tu vois? Et moi, au bout de 3, 4 gazouillis, j'ai trouvé sweet, tu vois? Je continue mes conversations d'adultes et là, je me suis dit: «Bon, peut-être qu'en fait, je suis pas faite pour être maman». Mais quand j'ai rencontré Charles, j'étais tellement folle amoureuse de lui que j'avais tellement envie d'une progéniture à nous, de notre amour, Lui, quoi. il a Et des enfants? non, 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 il avait été marié, donc il était divorcé. Ils avaient essayé, ils n'avaient pas eu d'enfant. Donc lui, quand on a commencé à faire les essais bébés, on ne savait pas si lui, ça marchait ou pas, tu vois. Donc en Ils fait, n'avaient pas été plus loin dans... non, ils n'avaient pas fait la recherche. Je crois que ça faisait 2 ans qu'ils essayaient. Et, Quand même. ouais, ouais. Et donc, du coup, quand je suis tombée assez rapidement enceinte d'un petit garçon que j'ai perdu avant ma fille. Naturellement, du coup. Naturellement, ouais, ouais, ouais. Donc là, déjà, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis: «Bah, en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres». Et là, je découvre tout un monde que je ne connaissais pas avec tout l'envers du décor, quoi. Moi, je m'étais dit: «C'est un long fleuve tranquille, je vais faire un bébé» et je m'étais jamais posé la Tu avais déjà question. une vision de la grossesse? Ouais, 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 moi, je sais pas, comme ça a marché très vite, tu vois? Je crois que je suis tombée enceinte, 2 mois après avoir arrêté la pilule. Je me suis dit: «Ça y est, c'est sur les rails, quoi», tu vois? Et c'est vrai que quand le diagnostic tombe et qu'on nous dit: «Beh, il manque toute une partie de son cœur», en fait, il manquait tout le ventricule gauche, ça a été la douche froide. Déjà, je savais pas si la grossesse allait tenir jusqu'au bout. Je savais pas si, quand il allait sortir, il allait pouvoir, respirer au moins quelques minutes avant d'être opéré. Après, une fois que la valve était posée, est-ce qu'il allait continuer à vivre et pour combien de temps? Et après, il fallait l'opérer tous les 5 ans jusqu'à ses 15 ans parce que tout grossit, si tu veux. Et donc, je me suis dit: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux comme vie pour mon petit garçon?» Et je me suis dit: «Non». Tu vois, j'ai eu la chance d'être tombée enceinte rapidement et je me suis dit: «Allez, on recommence», quoi, tu vois? Et tu avais combien de temps pour prendre ta décision? J'ai eu 10 jours. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous en parlez à deux? Ouais, évidemment. Ouais, ouais. Bah, il y a eu déjà une première écho, on nous dit: «Bah, tiens, mais bon, il y a quelque chose, on ne sait pas trop quoi, on pense que ça vient du cœur». Donc là, après, on te fait une batterie d'examens, donc on écarte plein de possibles, problèmes génétiques entre lui et moi, tu vois? Et après, on me dit: «Bah, après, ça peut être tu vois, faute à pas de chance, un peu faute à la conception». Et après, au fur et à mesure du diagnostic, on sait que c'est ça, donc c'est au moment de la conception, enfin, de la fécondation de l'embryon. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Et donc au moins je sais que c'est pas génétique entre nous. On enlève toutes ces choses-là et on me dit, voilà, là c'est un peu faute à pas de chance, mais voilà la situation. Donc soit on arrête maintenant, donc à quasiment 6 mois. Et donc moi j'avais déjà le gros ventre, je le sentais le bébé, c'était très Tu compliqué. l'avais déjà annoncé? Enfin, Oui, bien même sûr, si ouais, tu ouais, obligé, ouais. quoi, ça se voit. Ça se voit, ouais, ouais. Donc je l'avais annoncé, et puis, et donc là, on nous a donc si tu veux, il s'est passé encore peut-être 15 jours où je suis restée enceinte et puis là, on a parlé des éventualités avec mon mari. On aurait dû se faire plus entourer, là, c'est ce que je regrette. J'aurais dû voir une psy, j'aurais dû retourner à l'hôpital, poser des questions. Chose que j'ai pas fait, je suis restée un peu dans mon coin, il y avait pas de ChatGPT à l'époque. Des trucs où il y avait et puis il y avait pas beaucoup de forums. Non, mais vraiment, c'était Pour quand même il y a s'informer, longtemps, il y a ouais. 6 ans. Et je regrette de pas m'être fait entourer parce qu'il y avait des questions, nous, on décide finalement de pas lui donner cette vie-là, de recommencer. C'est très dur, hein, parce que moi, je prends la décision d'enlever la vie de mon petit garçon. Sauf que moi, je m'étais dit: «On m'endort, on m'enlève le bébé, césarienne ou tu vois? Et après, on n'en parle Pourquoi plus». c'est pas ça? C'est pas ça, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, psychologiquement, les mères qui expulsaient faisaient le geste, en fait, d'expulser, donc faire un vrai accouchement, avaient des répercussions, beaucoup moins, traumatiques, pour la maman, si c'était expulsé. Moi, j'aurais préféré psychologiquement et physiquement qu'on m'endorme et que je le sente pas parce que moi, je suis rentrée à l'étage, donc j'étais à l'hôpital, des enfants malades à Necker et je rentre pour, donc arrêter ma grossesse, mais je suis avec toutes les autres mamans qui vont repartir avec leur bébé et donc j'arrive la veille, c'était le jour de l'an, Et comment ils font? et Parce que tu pas de contraction? non, alors on me les provoque. On me met des genres de gélules dans le vagin et un petit ballon qui, au fur et à mesure, va en fait, ouvrir, tu vois, mon col et le lendemain, on est censé, là, on redonne encore une piqûre et puis, tu vois, pour que les contractions commencent, des médocs intra, des médocs par les piqûres et j'ai accouché pendant 17 heures.
Et je suis au même étage que les mamans et j'entends les bébés qui viennent. Et moi, je suis 17h dans une chambre d'accouchement et j'attends que ça se passe, quoi. Alors, je suis shootée, par contre, bizarrement, je me rappelle une journée plutôt assez agréable, mais parce que je suis droguée. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Et moi, je me rappelle, ma mère et ma sœur sont venues dans la salle d'accouchement, donc j'ai beaucoup pleuré. Mais elles disaient ça va. Et en fait, non, je crois que j'étais shootée, je réalisais pas vraiment. Mais je pense que c'est fait exprès. Alors là, ce que j'aurais dû demander, c'était est-ce que je vais l'entendre pleurer? Je savais pas en fait si au moment où il allait sortir, s'il allait pleurer, si on allait ensuite l'endormir. Et en fait, non, c'est que en fait, avant 6 mois, au moment et surtout quand c'est déclenché, le cœur s'arrête au moment où ça passe. Et on m'a proposé plusieurs fois si je voulais pas le voir, rester avec mon fœtus, mais tout au long de la journée, parce que moi, du coup, 17h, tu as les 2 équipes, tu vois? Donc tu as l'équipe de nuit et l'équipe de jour. Et on me demande 4 fois: «Vous êtes sûr, vous voulez pas voir votre, bébé?» Et la 4e fois, je me suis un peu énervée, je me suis dit: «Mais pourquoi? Est-ce que je devrais?» Tu vois? Parce que c'est que fait quand même 4 fois, au bout d'un moment, on me le met dans le dossier, tu vois? Que j'ai pas envie de le voir, c'est un choix. Et on m'a dit: «Non, non, pas du tout», mais on s'est rendu compte que le deuil était plus simple quand on voyait le fœtus. Et j'ai dit: «Non, moi je pense que ça va vraiment me traumatiser et j'ai pas envie». Donc voilà. Et j'ai donné le corps de mon bébé à la recherche, bien évidemment. Et tu dois déclarer cet enfant? Non, avant 6 mois, non. Mais j'étais à 5 semaines et 5 mois et 2 semaines. Et donc j'ai pas dû le déclarer, donc il est pas dans le livret de famille. Mais il est dans notre vie, il est dans notre, histoire et il est dans ma tête surtout, tu vois? Mais il est pas dans notre livret de famille. Est-ce que tu penses encore à Ouais, lui? de temps en temps. Ouais, ouais, j'ai envie de me dire qu'il protège sa petite sœur. Ouais, Je t'ai entendu dire ça dans un interview, ouais, parce qu'on a reçu ici en podcast Manon Lem. Elle avait accouché à 9 mois, d'un bébé, mort-né, et elle ouais. disait que 6 ans plus tard, Mmh. c'était que 6 ans après qu'elle faisait, ce deuil. Je sais pas comment tu as fait toi pour, digérer, le mot n'est pas le bon, mais, cet événement? Alors je suis allée voir un psy à ce moment-là, pour digérer ce deuil. Et donc on a fait une lettre, je lui ai écrit une lettre à ce bébé. Je lui ai dit: «Merci de m'avoir apporté ceci, bah, ça m'avait apporté des choses. J'ai grandi et notre couple s'est aussi forgé, s'est renforcé à ce moment-là. Et donc je lui ai écrit une lettre que j'ai brûlée, j'ai envoyé un ballon dans le ciel. On a fait des trucs un peu, tu vois, ésotériques, un peu, voilà, spirituels, et ça, je pense que ça m'a aidée. Et puis, surtout, j'avais le projet bébé derrière. C'est que je me suis juste dit, c'est un tremplin pour la suite. J'avais pas besoin de temps. J'ai eu Tout l'impression, de suite. ouais, tout de suite, j'avais envie de me dire, c'est parce que ça y est, je suis sur ce chemin de la maternité et il faut que j'aille au bout. Sauf que la maternité, c'est encore compliqué à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Derrière, bah, sans le vouloir, on me laisse du placenta. Donc je fais une hémorragie 3 mois plus tard. 3 mois où évidemment on a repris les essais bébés. On est en plein Covid. Donc je suis enfermée, je perds des caillots de sang gros comme ma main. Je vais aux urgences, on me fait une écho, on me dit: «Bah tiens, le placenta qui devait faire quelques millimètres, le petit bout qui restait, le résidu, c'est attaché au reste de mon utérus, ça a grandi et maintenant il fait 5 centimètres, il va falloir le retirer». On est en plein Covid, on me dit: «On veut pas vous opérer, en revanche, on n'a pas d'anesthésiste dispo, donc faut rentrer chez vous madame et à la fin du Covid, on vous opérera». On me renvoie chez moi 3 fois. On repart le lendemain, mon pied, mais à la fin, mon mari il me dit: «On fait le pied de grue». Il a dit: «Je ne pars pas d'ici». En plus, il avait pas le droit de rentrer dans l'hôpital lui. Il devait rester à l'extérieur parce que c'était Covid. Et donc pendant 4-5 jours, on y retourne tous les jours et il a dit: «Écoutez, ma femme bougera pas d'ici». Enfin, tu vois, à l'extérieur, par téléphone. Et donc bon, ils ont fini par me faire un curetage. Donc ils m'ont pas endormi complètement, ils m'ont endormi ils m'ont fait une rachie, et ils ont fait, le boulot qu'ils devaient faire, quoi. Mais comment tu le vis? Tu ne dis pas là: «Waouh!» Ouais, j'ai pris cher. Non, 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 je me suis vraiment dit, le sort s'acharne sur moi. C'est dur, et puis tu vois pas tes amis, ta famille, tu es enfermée. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et après? Je retombe enceinte 2 mois plus tard, mais j'ai pas de symptômes, donc je trouve ça assez bizarre. Au bout de allez, 8 semaines, 10 semaines, j'ai pas, voilà, ce que j'avais ressenti pour le premier. Et en fait, je fais une prise de sang. Effectivement, le taux, en fait, a complètement chuté et je suis en pleine fausse couche. Et en fait, c'est un œuf clair. Un œuf clair, c'est tout ton corps qui pense faire un bébé. Donc, il y a un sac de grossesse qui s'installe, mais il y a pas d'embryon. Et c'est quoi alors? C'est ta tête qui Et c'est très, alors, ils comprennent toujours pas exactement ce que c'est. C'est que, il s'est passé un truc ce soir-là de la fécondation, mais en fait, l'embryon a été, expulsé autrement, mais il y a un sac, mais il y a rien dedans. En revanche, ton corps pense qu'il est enceinte. Moi, j'avais pas de symptômes. En revanche, il y a des femmes qui, pendant 3 à 4 mois, pensent qu'elles le sont et ont les symptômes. Si tu fais pas ton écho là, tu vois, au bout du troisième mois, tu arrives sur 3 mois et demi, 4 mois, et il y a plein de femmes qui se disent: «Mais en fait, donc pendant 4 mois, j'avais rien». ou tu fais une fausse couche? Ouais.
Et donc là, on fait une écho. Le fait d'avoir un peu remué tout ça, là, on me dit, bah tiens, il y a pas de, il y a pas. Effectivement, vous faites une fausse couche, c'est un œuf clair. Et donc on me dit, bah soit il faudra prendre des médicaments dans quelques jours, soit comme on est venu un peu trifouiller, vous aurez l'expulsion naturelle dans les prochains jours. Écoute, mon corps est bien fait, je le remercie vraiment mon corps parce que dans la nuit, je l'expulse, je le retrouve dans ma culotte le lendemain. Ça ressemble à un tout petit truc, tu vois, vraiment un tout petit truc gélatineux. Je me dis, tiens, bah, cool, tu vois, ça a été expulsé. Et 3 jours après, je tombe enceinte de ma fille. Ce qui est un petit miracle parce que biologiquement, je ne suis pas censée avoir ovulé. Tu vois, j'ai pas eu de règles et j'ai pas ovulé, mais je ne sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Et je sais toujours pas et je me dis juste que c'est mon petit ange et qu'elle devait arriver en fait. Dune était un miracle. Tu l'appelles comme ça d'ailleurs. Elle s'appelle Dune, ouais. Et c'est le grand 8 émotionnel à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, tu vois, souvent on dit jamais 203, mais alors là, bizarrement, moi, je me suis dit c'est la bonne. Je me suis dit ça peut pas, le sort va pas s'acharner une 3e fois sur moi. C'est-à-dire que l'œuf clair, c'est extrêmement rare. La cardiopathie avec tout le ventricule gauche qui n'existe, enfin qui n'est pas là, ça n'existe, c'est très rare. Allez, celle-ci va bien se passer. Ah non, moi je trouve que en un an, les 3, Ouais. parce que même ta fille dont on n'explique même pas Mhm. comment elle a pu arriver, enfin c'est quand même... Ouais. Je m'attarde pas trop sur ce truc de quand ils ont commencé à faire, donc je sais que je suis enceinte 6 semaines plus tard, mais quand ils commencent à faire les calculs, ils me disent cette date-là et c'était 3 jours après l'expulsion de l'œuf clair. J'étais non, les calculs sont pas bons, mais au final, bah elle est bien arrivée à ce moment-là. Et après, je t'avoue que j'ai pas très envie de gratter. Je me dis juste, elle devait arriver quoi. Puis tu as toujours été très attirée par la spiritualité dès ton plus jeune âge, parce que tu parles, je crois, enfant de la loi d'attraction. Ça t'a aidé dans tout ce chemin? Ah ouais, c'est sûr. Je pense qu'on attire vraiment à soi ce qu'on désire le plus au monde. Et moi, je désirais le plus au monde, c'était d'avoir cet enfant. Et je l'ai demandé, j'ai eu la gratitude, j'ai ressenti tout ce qu'il fallait. Mon grand-père est décédé, j'étais assez jeune, à 5 ans, et je pense qu'il m'a toujours protégée, mais jamais arrivé, tu vois, de choses très graves dans ma vie, à part c'est effectivement ça. Mais en même temps, je me dis, ça m'a appris tellement de choses sur moi-même que Quoi? je suis assez... la force que je peux avoir, la force de notre couple, le fait Ça, que c'est la ce qu'on vie n'est ressent pas... quand on t'entend. Ouais, et vraiment, ça nous a vraiment renforcés et enfin voilà, la résilience, ça a boosté ma résilience. J'ai eu du harcèlement scolaire quand j'étais petite. J'ai pas, ça a pas été très simple dans ma vie. Et donc la résilience, j'ai dû toujours en avoir beaucoup. Et ça a été une grande étape en plus, tu vois. Et Et aujourd'hui, quel lien tu as avec Dune? on est fusionnels. Trop. Parfois, c'est vrai que c'est difficile pour mon C'est mari. comment alors? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tous les matins, c'est les câlins dans le lit. On peut pas commencer notre journée sans faire une série de câlins ou quoi. Elle se lève, c'est hop, elle vient. Tu verras, ça viendra, ça Non, viendra. je crois qu'elle aime pas trop ça pour Mais l'instant. si, mais non, t'en fais pas. La mienne, elle souriait pas avant 9 mois. Maintenant, c'est un rayon de soleil, elle sourit tout le temps. Et c'est une glu, c'est un pot de colle. C'est juste, mais c'est tellement d'amour, Et c'est dur pour le papa qui s'en occupe vraiment très très bien et beaucoup. Elle lui parce fait pas de qu'il câlin? elle lui fait la misère. Elle lui fait, ça va beaucoup mieux. Mais les 3 premières années, il y en avait que pour maman. Et si jamais maman partait, elle hurlait à la mort parce qu'elle était avec papa, alors qu'il s'en occupait très souvent. Mais elle voulait maman à tout prix, quoi. Comme si, je sais pas, tu vois, elle avait peur peut-être pour moi. Souvent, je me suis dit, les enfants, c'est des éponges, tu vois. Et forcément, même si j'ai pas voulu lui transmettre des choses quand j'étais enceinte, j'ai forcément surprotégé ma grossesse, mon ventre, etc. Et je pense que les enfants font hyper attention, ont cette empathie innée. Et moi, je l'ai beaucoup. Et je pense que je l'ai encore plus développée chez ma fille. D'une, aujourd'hui, à 4 ans et demi, si jamais, je sais pas, on va jouer à un jeu de société, elle voit que je commence à perdre et qu'elle a des cartes, qu'elle a beaucoup plus de cartes de moi. Elle me dit, viens maman, on échange nos paquets. 4 ans et demi. Ou alors on est en train de déjeuner, moi j'ai un peu moins, je sais pas, elle adore les légumes comme moi, les salades, les edamame. Elle me dit, maman, il y a beaucoup moins d'edamame. Tiens, attends. Et elle prend et elle va m'en mettre moi. Et je sais pas, il y a ce truc Elle entre prend nous soin de deux. toi, quoi. Ouais. Si jeune. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. Mais parce que je prends extrêmement soin d'elle. Et je pense qu'elle a juste envie de faire pareil.
Oui, mais elle est généreuse. Ouais, très. Elle pourrait juste prendre. C'est un petit Oui. bébé, on n'en attend pas. Enfin, Ouais. c'est un petit enfant, on n'en attend pas plus Je de sais sa pas, part. elle est Déjà extrêmement mature aussi. mature. Ouais. Ouais, elle a une maturité émotionnelle exceptionnelle. Ça reste un enfant de 4 ans qui veut pas mettre ses chaussettes le matin. Et c'est une bataille sans fin. Et Oh, du ça coup, dure je dis encore à à mon 4 mari, ans. ah ouais, non, 4 ans et demi, parce qu'elle aime pas, tu sais, le fil au bout des chaussettes. Donc là, on a trouvé un truc, c'est qu'on les met à l'envers. Donc il y a pas le fil, mais ça reste quand même compliqué. Et ça, c'est compliqué. Mais donc ça reste quand même un enfant de 4 ans et demi, mais émotionnellement, c'est un enfant de 16 ans. Je sais pas, c'est incroyable, incroyable. Elle est merveilleuse. Elle te dit qu'elle veut petit frère ou petite sœur? Elle arrête pas, tous les jours. Ouais, depuis 2 ans, plus de 2 ans, ouais. Ah oui, c'est Ouais. venu assez tôt. Est-ce que tu lui expliques plus ou moins ce que toi tu traverses? Je lui ai montré les piqûres une fois, parce qu'elle entendait le mot piqûre et je me suis dit, en fait, parfois, un enfant, il faut peut-être lui montrer sans que, tu vois, je le fais pas devant elle. Je lui montre juste à quoi ça ressemble. Je dis, bah, maman, elle fait ça tout à l'heure, ou papa. Je dis, je veux le voir. Je dis, non, mais voilà. Et donc, je me suis dit, si j'arrive plus ou moins à lui faire comprendre ce que c'est, je lui dis, papa et maman, ils font beaucoup de câlins pour essayer d'avoir un bébé. Ça marche pas. Mais on essaye beaucoup pour toi, pour nous, etc. Et parfois, c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai eu beaucoup de tournages sur 10 jours. J'ai pas été beaucoup là à la maison. Et donc, à un moment donné, elle me dit, maman, il faut que tu arrêtes de partir parce que sinon, on n'aura jamais de bébé. Elle dit, il faut que tu vois papa pour faire des câlins. Je t'ai dit, mon Dieu, elle a 4 ans et demi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était fou. Et je lui dis, t'inquiète pas, mon cœur. Et en fait, je me suis dit, c'est pas à toi de porter ça, surtout. Je me suis dit, elle se met des... Ouais. Et donc, je lui dis, Très maman, elle fait responsable plein et de très choses. mature, Ouais, quoi. c'est fou. Je dis, mais maman, elle fait plein de choses. Tu sais, les piqûres, les trucs, tu vois, voilà, il y a les ovules de progestérone, elles sont dans les toilettes pour pas que je les oublie, tu vois, souvent. Donc, elle ouvre la porte tout le temps. Et donc, de temps en temps, je suis en train d'en mettre un. Elle me dit, tu fais quoi, maman? Et je dis, alors ça, c'est que pour les grands. Tu me mets pas toi dans ton pipi, tu vois. Et je me dis, je devrais les mettre en hauteur, tu vois, les trucs. Mais je dis, et tout ça, c'est des vitamines pour que maman puisse faire un beau bébé. Donc, elle est un petit peu au courant et elle m'en parle effectivement beaucoup. Ouais, elle a hâte, elle a vraiment hâte. T'es maman d'une petite fille. Est-ce que tu te dis, et ça me concerne aussi, puisque j'ai une petite fille, Ouais. que c'est différent d'éduquer une petite fille d'un petit garçon? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas de petit garçon. Alors moi, j'étais très garçon manqué. J'éduque la mienne pour pas qu'elle soit trop fifi. C'est vrai? Parce que, ouais, moi, ça m'a énormément aidé le harcèlement scolaire, justement. De me À raccrocher lutter à des contre, trucs, au sport de team, d'équipe, de sport Tu d'équipe. penses que si t'avais été fifi, ça aurait été pire? Peut-être, ouais. Ouais, je crois. Je me suis vachement réfugiée dans le sport et dans de me rapprocher des garçons a fait que j'étais un petit peu plus acceptée. Moi, j'étais une grande gigue, tu vois, j'étais la jument. On m'appelait la jument à l'école. J'étais Sympa. hyper grande. Ouais, c'était atroce. Quel surnom atroce. J'avais des longs cheveux. J'étais vraiment très grande. Je faisais peut-être 2 têtes de plus que les. Donc, je jouais avec les plus T'avais vieux. un physique qui dénotait un peu, c'est ça? Ouais. Mais ça a été. On n'aime pas ça la m'a- différence quand on Non, est bah non, petit. surtout pas. Tu dis, même en maternelle, on m'a mise de côté parce que je parlais pas comme les autres. Après, en primaire, je faisais 2 têtes de plus. Et puis après, le collège, c'était d'autres choses, tu vois. Mais donc, je pense que si j'avais été un peu trop fifi et un peu trop chochotte et trop sensible, je l'aurais peut-être encore T'as l'air moins bien sensible quand vécu. même, hein. Oui, je suis sensible, mais je veux pas trop que ça me... Tu vois, dans notre métier, journaliste sportif, tu vois, tu joues des coudes. Et donc, moi, j'ai dû apprendre à me battre sans arrêt. Et c'est ce que je veux montrer à Dune. Et en fait, dès la crèche, il y avait des mordeurs. Tu le verras avec la petite si elle va à la crèche. Mais il y a des mordeurs et il y en a qui mordent pas. La mienne ne mordait pas. Et elle se faisait mordre. Alors là, quand t'es maman, je te jure que ça passe pas du tout. Et en fait, je lui disais déjà, elle avait à peine 18 mois. Et je lui disais, tu sais quoi? Je dis, si on À te 18 mord, mois, tu oui. tapes. Je voulais pas qu'elle morde, mais je voulais qu'elle se défende toute seule. Et alors, si tu elle l'a tapes, fait? et après, tu vas dire, mais oui, bien sûr. Et on me disait, bah tiens, elle s'est battue. Je dis, c'est bien. Moi, je veux pas d'une victime. Moi, je l'ai été un petit peu en primaire. J'aurais aimé avoir quelqu'un au-dessus ou mes parents qui me disent, rebelle-toi. Et moi, j'ai un peu subi. Et je veux pas que ma fille subisse du tout. On arrive à ce qui fait ton actualité et surtout ton engagement aujourd'hui, c'est le combat pour un deuxième enfant. Et ça fait 2 ans que tu es en parcours de fécondation in vitro et insémination. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est une FIV déjà? Ouais. Alors, une FIV, en fait, il y a 2 étapes dans la PMA. La première, c'est de faire une insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on va me stimuler, moi, avec des piqûres, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un ovocyte par cycle, j'en ai, en fonction de votre âge, évidemment, j'en ai 3, 4, 5, 7, 12, tu vois, quand tu es beaucoup plus jeune. Moi, j'arrive à en avoir 3, 4, tu vois, 8 au grand max, mais c'est des petits. Et donc, en fait, on stimule, mes ovaires pour
créer plusieurs ovocytes. Mon mari va au labo donner ses paillettes. J'adore ce mot. C'est moi qui l'ai inventé, mais je trouvais que c'est beaucoup plus joli que le sperme, tu vois. Et donc, du coup, il va donner ses paillettes. Mais c'est quoi ça? Non, mais oui, donc du coup, il va donner ses paillettes, tu vois, ou ses petits soldats. Il y a beaucoup de gens qui disaient soldats. Ils sont passés dans la centrifugeuse. Moi, le jour J où voilà, on me dit que c'est top parce que l'écho, le truc, la température, la prise de sang, il y va le matin. Ça passe en centrifugeuse, je vais les chercher. Je repars chez mon gynéco, mais c'est trop drôle. On dirait qu'on fait du deal. C'est-à-dire que tu sais, c'est un truc à poster, et tu te dis là-dedans, il y a 3 millions de paillettes de mon mari. Et tu prends le métro, il faut les garder au chaud. C'est tellement drôle. Et il y a des moments où je me suis vraiment dit, mais c'est hyper cocasse ce que je vis. Et je me dis, les gens ne se doutent absolument pas que j'ai les spermes de mon mari dans mon manteau. Donc j'arrive chez le gynéco, il vérifie 1000 fois si c'est bien ceux de mon mari. Il est né quel jour? Il sait quoi son nom? Et vous, c'est Oui, c'est vrai que comment? ça serait un peu con. T'imagines? J'ai un bébé black. Ah ben non, c'était pas le vôtre. Donc ils font hyper gaffe. Et puis là, bah, tu te mets en position gynéco. Il prend une sorte de une grande pipette, et puis hop, il va le mettre avec sous écho. Il va le mettre tout au fond en fait de ton utérus. Ça s'appelle une insémination artificielle. Et là, tu prends le risque en fait d'en avoir plusieurs. Parce que si on a 3-4 qui font toute la même taille et qui prennent tous, bah, tu fais des triplés ou des quadruplés. Ce qui est très rare, c'est 0,05. Mais les jumeaux, ça arrive très souvent en fait. Quand tu vois des gens en PMA, quand ils ont des jumeaux, c'est qu'ils ont fait insémination artificielle parce que plusieurs ovocytes ont pris. À l'inverse de la FIV, où là, on va me stimuler, pareil, c'est un petit peu plus coriace quand même. Et là, on va ponctionner, c'est-à-dire que là, je suis endormie, je fais une anesthésie générale. On vient ponctionner donc les ovocytes qui ont été stimulés. Et là, pareil, le même jour, dans le même hôpital, en revanche, là, on reste ensemble. Mon mari, pendant que moi, je suis endormie, va faire sa petite affaire, donne ses paillettes, et le soir, ils les remettent ensemble dans le frigo, et le job se fait. Soit tu as une FIV ici, je sais plus, je crois que c'est Ixi. c'est FIV-ICSI, voilà, FIV-ICSI. Nous, on n'a pas fait parce que ça match. On sait qu'on a déjà un enfant, et donc du coup, ils savent que Oui. voilà, ils font leur bazar, tu vois, dans le frigo. Sinon, tu peux effectivement venir. Je ne veux sous X, tu vois. Hop, c'est X, on veut pas voir. Et donc, sinon, tu peux aussi, quand il n'y a pas match, et ça, c'est dans des cas un peu plus compliqués, venir mettre à l'intérieur directement de l'oocyte, mais tu prends le risque d'abîmer l'embryon. Donc nous, voilà, là, on a fait une FIV récemment. Donc la première FIV, enfin, j'ai fait 4 inséminations l'année dernière. Les 4 n'ont pas pris. En revanche, j'ai fait deux grossesses, et j'ai eu sur des cycles naturels quand je me laissais tranquille. Mais C'est j'ai fou quand perdu à même. 8 semaines et 6 semaines. J'ai fait des fausses couches. Ça tenait pas. Parce que je pense mon âge, j'ai 42 ans, et donc en fait, les taux sont très très bas. Les probas d'avoir un bébé seul après 40 ans, c'est 5 à 7%. Et pourquoi? Parce que en fait, on fait des œufs, c'est horrible, mais on fait des œufs moins frais, moins viables, et donc qui sont anatomiquement pas viables, et donc ils vont lâcher, même s'ils fécondent, le corps est bien fait, il va l'expulser naturellement. Et donc moi, à 8 semaines et 6 semaines, l'année dernière, j'ai perdu 2 bébés, donc un en avril et un autre en septembre. Septembre, moi je suis une warrior. Voilà. Moi vraiment, pour le coup, la résilience, le sport de haut niveau m'a appris que je lâchais rien. Et donc du coup, quand il me dit on se laisse tranquille, je dis non, 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 on repart là. Moi je ne veux pas attendre. Et donc j'ai été stimulée pour faire des FIV en novembre et en décembre. Et là on fait une écho, et il me dit il n'y en a que 3 quoi. Il me dit moi, vous faire endormir, etc. pour en ponctionner 3 avec les 3 lâches, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même un bon tiers qui lâche. À la congélation, enfin quand on les met au frigo. Il dit bon, Madame Héribert, on passe en insémination artificielle. Donc on a fait, parce qu'il a dit autant faire quelque chose. Mais donc novembre ça prend pas, décembre ça prend pas. Là Comment je dis tu le allez. vis alors? À chaque fois, des grosses déceptions. En plus, tu vois, c'était le jour de Noël, quoi. Le 24, il me fait Madame Hébert, vous êtes la dernière de l'année. Je le crois, j'y crois à fond. Et puis lui, il était extrêmement. C'est Il le cadeau de Noël. vous avez, quoi. ouais. Il me dit, vous êtes ma dernière de l'année, ça porte chance. Vous avez un utérus en triple feuillet, l'endomètre est super. Enfin, en gros, il me décrit mon utérus, merveilleux. Je suis vraiment hyper ravie, Doc. Vraiment, je suis plus belle de l'intérieur. Et donc là, je passe toutes les fêtes de Noël, et je dois faire mon test de grossesse le 5 janvier. Et je me dis, allez, je commence bien l'année, quoi. Et en fait, non. Le test, il est bien négatif. Il y a écrit, en plus, j'ai fait le Clear Blue, là, avec écrit enceinte, pas enceinte. Pire truc de la vie. Les filles, faites les 2 barres, Les parce qu'au barres, moins, tu quand il y a un préfères. peu une deuxième barre, t'as au moins un peu le doute. Mais là, il y a écrit Il n'y a pas pas de doute. enceinte. Ah, la claque, la gifle le 5 janvier. Et là, j'avais dit à mon doc, j'ai dit, c'est surtout Charles qui m'a dit, tu sais, ça me fait mal tout ce que tu fais. Les piqûres, les bleus, t'as le ventre gonflé, puis mes humeurs, quoi. Bon.
il en prend un Ça te coup, faisait s'il mal pense. pour lui aussi. Peut-être, ouais, je pense. Mais très gentiment, il me dit tu te fais vraiment tout ça. Moi, c'est dur d'être à côté de toi et de te voir t'infliger ça. On devrait faire un break. Au moins 3 mois. Tu vois. On fait tout le premier trimestre, on fait rien. Donc janvier et février, j'ai dit ok, ça prend pas. Et j'ai dit écoute, putain, je vais vers mes, j'ai 42 et 3 mois. Je dis moi, je vais sur mes 43 là en novembre prochain. Et Tu m'as laissé dire en intro que tu avais 41. Ouais, ça me va. Et je me rajeunis. Si on pouvait rajeunir mes œufs de 2 ans, moi je dis oui. Et donc là, j'ai fait une FIV. Première FIV qui marche. Il y a 8 ovocytes, il y en a 5 de bonne taille. Et donc 3 autres. Et donc, on a fait ça à l'hôpital américain. Ça a que quelques jours et je suis en pleine attente là. Demain, non? Ouais, C'est pas demain que tu sais? Ouais. Donc, je croise tout ce que Ouais, j'ai. on croise les doigts. Mais ce qui est bien, c'est que positif. sur les 5 qui avaient la bonne taille, et c'est pour te dire à quel point à chaque fois c'est la roulette russe. C'est-à-dire que sur les Et là, 5, comment tu te sens avant demain? je ressens pas grand-chose. Je suis en apnée depuis 10 jours, depuis qu'on m'a retransféré un embryon frais. J'ai du mal à respirer. J'essaye de scruter mon corps que je connais très bien, tu vois. Mais bon, mais même dans les 10-15 premiers jours, j'ai jamais rien ressenti pour les autres grossesses. Donc en fait, j'aurais beau essayer, je me tâte la poitrine, je fais non, j'ai pas mal. Mais ça veut rien dire. Mais, De la fatigue, peut-être? Ouais, mais comme ça, avec les coups de bourre avec mon travail, j'ai toujours des petits coups de fatigue. Et j'ai une enfant, tu vois, de 4 ans et demi qui encore fait des réveils, tu vois, des petits cauchemars et tout. Donc, j'arrive pas à savoir. Mais j'ai pas, voilà, on verra demain. J'ai tout essayé. C'est-à-dire que sur cette dernière année, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'ostéopathe quantique, j'ai vu une éthiothérapeute. J'ai tout fait. T'as En pris plus soin de du toi, en médical. tout cas. Ouais. Et je pense que si on peut remercier son corps, et c'était un peu la balance, tu vois. J'inflige tout ça à mon corps, toutes les piqûres, les hormones, les échographies, tout ce que je peux faire. Je prends beaucoup de médocs, je prends des ovules, je prends de l'aspirine, de la cortisone, tout ça pour permettre de réguler ton corps et de renforcer ton utérus. Et je me dis, putain, la moindre des choses, c'est d'aller lui faire du bien avec des massages énergétiques, etc. Et j'y crois vachement, en fait. Tu sais, moi, pour revenir au spirituel, je crois vraiment à l'épigénétique et à la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que nous, je pense qu'en faisant ton podcast, tu as peut-être déjà entendu, on porte les cellules de nos mères, de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères dans l'utérus. Non. T'as jamais entendu ça? Ouais. Explique-nous. C'est vrai. Et donc, en fait, tout ce qu'elles ont vécu, c'est tout ce qui est intergénérationnel. Nous, les femmes, parce que ça se retrouve dans l'utérus, en fait, on le vit. Et moi, je suis allée voir une éthiothérapeute qui, juste en me touchant mon poignet, m'a dit « Votre mère, elle a fait une IVG avant vous ?» Et je n'avais absolument rien dit. Je dis oui, 2 ans avant moi. Mais elle a plutôt bien vécu, elle m'en parle très librement. Elle était trop jeune, c'était avec mon papa quand même. Et elle me dit alors, elle l'a pas digéré anatomiquement. Je sais que ça veut dire quoi. Elle me dit la mémoire cellulaire, elle est négative. Elle a beau en parler librement, etc., mais elle l'a pas digérée. Et elle me dit vous portez le poids de cette culpabilité, il faut nettoyer quoi. Tu peux te dire que c'est n'importe quoi. Moi, j'y crois pas mal. Donc c'est pour ça que pour celle-ci, je pense que je suis allée jusqu'au bout du process. Et 3 semaines du coup avant ma FIV, je suis allée nettoyer cette chose-là chez moi. Et donc j'y crois. Et puis je peux faire que ça d'y croire en fait. Sinon j'arrête tout, tu vois. Mais tu veux pas arrêter. T'as Non. dit j'arrête que quand mon docteur il me dit stop. Ouais. Et s'il me dit il y a plus, là on aura beau arroser, mettre les piqûres, il y a plus rien qui se passe. Ok, là je déclare forfait. Tu y penses parfois? Je me laisse même pas l'opportunité. Tant qu'on m'a pas dit, tu sais, c'est comme la dernière minute de jeu pour un match de foot ou n'importe quel sport. Tu crois jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et bah, t'as raison, en fait. Ça sert à quoi sinon? Ouais. Dans tout ce qu'on entreprend. Exactement. Tu dis que tu es touchée d'infertilité secondaire. C'est quoi l'infertilité secondaire? Alors, c'est que, tu sais, la première année, l'année où j'ai commencé à essayer de faire des bébés, je suis tombée enceinte 3 fois, naturellement. Donc, en fait, j'étais très fertile, mon mari aussi. Et que là, 4 ans plus tard, je galère. Ça s'appelle l'infertilité secondaire. C'est à cause de tout... les de spermes. La vie? Ouais. Le mode de vie? Alors, non, parce qu'en 4 ans, mon mode de vie est le même. Je bois pas, je fume pas, je fais beaucoup de sport. Ouais, c'est malheureusement, c'est assez triste, mais c'est le corps qui vieillit, ouais. Le sperme de mon mari, mes œufs aussi, et peut-être la pression, le stress que je me mets, tout ça fait que mon corps, biologiquement, est pas le même qu'il y a 4 ans. Donc, c'est cette infertilité secondaire. Toi, il y a beaucoup de couples qui souffrent de ça. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas eu de soucis pour avoir le premier ou le deuxième, et le troisième. Et qui voudraient que la famille s'agrandisse et qui n'y arrivent pas. Et qui passent en PMA pour le troisième. Toi, tu as pris la parole depuis 2 ans sur les réseaux pour justement parler des tabous autour de la PMA. Pourquoi tu as eu envie de montrer l'envers du décor? Parce que j'aurais aimé
au moment où moi, je me suis tournée vers la PMA, j'aurais aimé être plus informée et surtout me dire c'est pas une tare, quoi. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je me dis. Mais j'ai quand même dit putain, j'arrive pas à faire un bébé toute seule, tu vois. Il y Mm. a quand même un truc de Oui, il y a quelque c'est quand même le truc. c'est On est censé faire culpabilisant, ça, c'est nous les lourd. femmes, un peu. Tu vois, ouais, voilà, exactement. Et je m'étais dit, si la PMA, comme l'endométriose, tu vois, il y a 7-8 ans, quand tout le monde s'en est. Enfin, tu vois, les tabous sont tombés autour de l'endométriose. Aujourd'hui, C'est vrai, on en c'est parle hyper récent. librement. Tiens, Ouais. moi, j'ai l'endo. Oh, mais tiens, et alors Moi, Mais c'est vrai quand qu'il y a j'ai. 10 ans, tu ne savais pas. Non, exactement. C'est à cause des médecins et c'est à cause aussi des femmes qui disaient pas non mais j'ai vraiment extrêmement mal docteur. Moi je passe quand même 4 jours au lit en fait quand j'ai mes règles depuis 10 ans. Je pense que les femmes n'en parlaient pas, c'était hyper tabou et aujourd'hui la C'était pas PMA. pris au sérieux, en fait. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. C'était le souci. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas, mais quand j'ai commencé la PMA, c'était un peu la honte, quoi. C'était un peu, on doit se faire aider, on n'arrive pas. Mon mari a un problème de fertilité ou moi, on n'arrive pas à faire un bébé naturellement. Et je me suis dit non, en fait, pour moi, la PMA, putain, heureusement que ça existe. C'est en train de m'aider moi, j'espère et sûrement, et ça a aidé plein de femmes à pouvoir être maman, à des hommes à être, tu vois, pour être papa. Et c'est un moyen comme un autre. Et je veux vraiment que la PMA devienne une normalité. C'est un projet bébé comme un autre. Donc, je veux plus de tabou. J'en parle très librement, vraiment. Oui, Je donne et pas puis forcément, je fais pas de rapport à ma communauté et les gens autour de moi, si tu veux. Mais je le dis très ouvertement. Quand j'arrive sur un tournage, je dis, comme je tu peux le fais trouver là, un hein. frigo, j'ai des piqûres à Ah mettre. ouais. Mais ouais, bien sûr. Je peux avoir un frigo. T'as soif? Non, non, non. En fait, j'ai des piqûres là dans ce truc. Et j'ai besoin de les mettre au frais pour après l'événement ou après la scène ou après le tournage, quoi. C'est encore hyper, ça choque les gens. Mais Bah, en fait, c'est en surtout dans faisant ça que ça le va devenir hyper journalisme populaire. sportif, un milieu d'hommes, Mm, un mm. peu, comment dirais-je, peut-être pas les Miso. plus. Voilà. On va dire. On n'est pas hyper tourné vers la femme. Voilà. Ouais. Tu as pris la parole pour dénoncer une interdiction de la DPI, donc Ouais. c'est la recherche chromosomique sur embryon en France, Ouais. là où c'est parfaitement éthique et autorisé en Espagne ou en Belgique. Ouais. Je sais. Qu'est-ce qui se passe en France pour toi, à ton avis? On ne considère pas assez Non, pas du tout. Je pense que c'est encore très arriéré en France et qu'il y a énormément d'efforts à faire. J'ai appris il n'y a pas longtemps que justement la loi bioéthique était revotée tous les 7 ans. Donc au final, c'est pour ça que c'est long. C'est hyper long. C'est-à-dire qu'ils mettent des projets en cours de vote et tu dois attendre 7 ans pour que ça passe. J'espère. Là, je pense qu'il y a un vote qui arrive bientôt. C'est pour ça que tout s'excite. Il y a des pétitions en ce moment sur le web pour signer cette. Je l'ai signée, je la fais passer, etc. Parce que si cette DPI existait, on éviterait un nombre de fausses couches, mais t'imagines même pas. C'est-à-dire que là, le transfert d'embryon que j'ai fait, on l'a pas regardé sous toutes les coutures. Peut-être qu'on m'a retransféré un embryon malade. Et je vais le savoir quand? Je vais le savoir au bout de 3 mois quand je vais faire la myosynthèse. Là où en Espagne, ok, Je ça te sais coûte pas 11 000 balles, comment. mais au Ouais, moins, en ça fait, te il n'y a que de la protège de. résilience, hein, parce que Ouais. sinon, pour faire ta journée et ton quotidien, se lever, Mm. ou après, tu as ta petite poupée magique. Donc, mais sinon, ça ne peut prendre que tout l'espace dans la tête, Ouais, quoi. complètement. Pense pas à la voiture rouge. Ouais, bah ok, en fait, je pense qu'à ça. Moi, ça fait 10 jours que j'attends d'avoir ma prise de sang demain. J'ai du mal à respirer, même si je fais plein d'autres choses dans ma journée, je ne pense qu'à ça. Je veux tellement ce bébé, ça fait 27 mois. Et tu vois, le fait qu'on n'ait pas fait cette DPI, bah, moi, je prends un risque, même si ça marche. Bah, en fait, je saurai dans 3 mois. Et tu du vois. coup, tu te dis pas, là, si ça marche pas, j'irai en dehors de France? J'ai déjà un rendez-vous. Déjà, c'est un premier call que j'ai demandé il y a 3 mois. C'est une visio avec une clinique en Espagne. On a eu, il n'y a pas longtemps, Grécie qui nous a parlé de la même Ouais, chose, ouais. qui est enceinte Ah, bah génial. et qui a eu ce rendez-vous Parce en qu'il y a eu Espagne. des pays. Elle a fait des pays alors, Ouais. c'était son souci. Ok. Non, c'est sa gynéco qui lui a dit directement de ne pas perdre plus de Ah ouais, temps et d'accord. d'aller en Espagne. Mais elle nous racontait justement que d'abord ils te font une visio. Non, mais ça a été très rapide. Ah, c'est Très, vrai? très rapide. Ah oui, oui, elle a dit que c'était vraiment, tout est allé très vite. Ah, bah génial. Écoute. Et le premier transfert, ça a marché? Oui. Ouais, c'est cool. Et je l'espère peux te pour dire moi. qu'elle a un long parcours avant, elle a 8 ans. Donc, 8 ans de PMA? Oui. Ah oui. Donc la gynéco qui dit perdez pas plus votre temps, c'est au bout de elle a 8 ans. changé de conjoint et tout ça. Ah, ok, mais, d'accord. Ça c'est pour te marche. donner un petit peu d'espoir. Et puis, on Ok. entend quand même beaucoup parler de l'Espagne comme un exemple aussi dans ce. Ouais, ils sont très très experts et très avancés et très experts et honnêtement, le corps médical en France est tellement bon. Il y a juste ça qui coince, il y a cette DPI. Et c'est dommage que ça fait un marché en Espagne. Aujourd'hui, tu sais combien c'est le devis? 11 000 euros. Elle nous disait 17 000.
Oh la vache, ok. Non, mais peut-être parce que moi, du coup, comme on a eu Mais parce qu'il y déjà a un plusieurs bébé. formules. Moi. Ah non, mais c'est incroyable. C'est un vrai business. Hein. Je sais ça que depuis quelques jours. Hein. Avant, j'y 17 000 connaissais rien euros. du tout. Son bébé lui a coûté 17 000 euros. Ouais, mais quand tu vas être maman, tu t'en fous. Moi, je suis prête à prendre je vais prendre un crédit pour 11 000 balles s'il faut. Je me laisserai pas le choix. Enfin, je le veux, ce bébé. Donc, Je regardais là juste avant que tu arrives, je me dis tiens, je vais faire un petit tour sur son Insta, voilà, comme ça. Et je vois ta story et là, je vois que tu as partagé une vidéo qui n'est pas la tienne à la base, qui est celle de Marine Tondelier, Ouais. secrétaire nationale pour les écologistes, qui est actuellement enceinte après un long parcours PMA, elle aussi. Et dans la vidéo, elle s'insurge, et toi aussi, d'une très mauvaise blague de Fabien Roussel, rapportée par Patrick Cohen sur le plateau de C'est à vous. Et dedans, en gros, Fabien Roussel dit c'est moi qui ai donné les spermes pour. Ouais, j'ai fait un don de sperme il y a 1 mois et demi. Ouais. Quand il parle de la grossesse de Marine. Et donc, la manière dont Patrick Cohen raconte. Et lui, il a vraiment manqué de se taire, en fait. Tu vois. Ouais. Il manquait une occasion de Et se puis taire. rigoler, enfin voilà. Et puis après, on voit exploser de rire aussi Anne-Elisabeth Lemoine qui présente l'émission. Là, tu te dis qu'on peut pas rigoler de tout. Ah, mais non. Mais non, vraiment, il y a des sujets trop sensibles. Tu peux pas. C'est sexiste, c'est hyper déplacé. Sachant qu'en plus, cette fille a vécu pendant plusieurs années. Elle prend enfin la parole. Elle dit qu'elle va aller voir les parlementaires, qu'elle veut se saisir du sujet. Elle s'est évoluée. Cette blague, et eux, ils font en régresser. 2026, n'a absolument pas sa place nulle part déjà, mais encore moins dans une tribune comme C'est à vous. Oui, émission de service public, Non, mais- de chaîne de la culture. Et ce que j'ai aimé, c'est que les invités se sont levés en disant qu'ils allaient partir. C'est Il y vrai avait Christian Clavier. En disant qu'ils allaient partir. Mais ils se sont J'ai vu levés. qu'ils ont dit que c'était pas drôle, mais. Non, ils se sont levés carrément. Ils ont dit bon, on n'a pas notre place ici, on va y aller. C'est pour ça qu'Anne-Elisabeth Lemoine se lève et qu'elle rigole en disant mais non, restez ici, restez ici. En fait, meuf, si tu avais envie, c'est que tout de suite tu dis c'est une blague de très mauvais goût et tu serais passé à autre chose. Mais tu t'es levé, tu as rigolé. C'est impardonnable. Et donc là, ils auraient dû aller jusqu'au bout. Clavier et c'était Didier Bourdon. Ouais, Didier Bourdon, merci. Et là, ils disent mais non, c'est pas possible. Et ils se lèvent et ils vont vers la sortie. Et là, elle les rattrape in extremis. Mais en fait, il y a déjà rien n'allait dans cette séquence. Donc c'est une des raisons pour lesquelles tu te dis plus que jamais, moi, je dois continuer d'être une Ouais. porte-parole, entre guillemets. Ouais, je vais m'allier à Marine. On se sent souvent seul, finalement, quand on est en FIV. On se sent incomprise, en fait. Et un peu seule. Ouais. Moi, quand je sors de scène, tu vois, il est 23h, je dis putain, merde, ma piqûre, tu vois, et je dois courir à l'hôtel pour la faire parce que c'est avant minuit. Enfin, généralement, c'est plutôt vers 20h, 21h. Et que ça a été plus long et que finalement, il y avait le cocktail et tu vois, et je me retrouve dans ma chambre d'hôtel, à aller dans, tu vois, le mini-bar, tu vois, et prendre ma piqûre, me désinfecter, faire le truc. J'en ai 2 en plus à ce moment-là, tu vois, à faire. La deuxième qui est hardcore, qui est quand même hyper grosse. Tu te dis, putain, la vache. Je pense que les gens ne se doutent absolument pas de ce que je suis rentrée faire à l'hôtel. Et tu penses que tu te sens jugée avec les gens avec qui tu travailles quand tu dis que tu dois, par exemple, t'arrives et que tu mets, tu demandes. Non, pas du tout. Non. J'en choque peut-être certains et j'en ai rien à foutre. Ah non, tu non, te sens vraiment. pas jugée parce que tu t'en fous des jugements. Absolument surtout, en rien à fait. foutre, ouais. Il y a pas longtemps, je l'ai dit, j'ai dit au fait, c'était le jour où je devais déclencher mon ovulation pour 48 heures plus tard me faire ponctionner les œufs. Je suis au Trophée de l'Argus et on me dit l'événement s'arrête à 21h. Et moi, à 22h15 max, je dois la faire. Mais j'ai pas pris le risque de la transporter parce que si celle-ci, je la pète ou je sais pas quoi, ma ponction est compromise et toute ma fille est compromise. Donc, je la laisse dans mon frigo. Et je lui envoie un texto en partant de chez moi. Je dis alors, en revanche, donc tu m'as dit que ça se termine à 21h, je resterai une demi-heure au cocktail pour serrer des paluches, etc. Par contre, à 22h15, je suis chez moi pour faire une piqûre. Je fais une PMA en ce moment. Donc, j'espère que tu vois, merci de ta compréhension. Il me répond du tac au tac. Je comprends tout à fait. Ma sœur a fait une PMA. Elle a eu 2 beaux enfants. T'inquiète pas, tu pourras partir. Et je me dis, c'est en faisant des échanges comme ça que ça va devenir la norme, en fait, tu vois. Bah, quand on commence, moi, j'y connaissais rien du tout. Ouais. Et là, il s'avère qu'en très peu de temps, on a reçu 2 invités qui parlent extrêmement bien pour le coup du sujet et que ça devient très facile à comprendre. Bah, tu te rends compte que ça touche quand même beaucoup plus de gens. Un couple sur 4. C'est énorme. C'est énorme. Et je pense, tu sais, quand je l'imagine ou ta petite fille, tu vois, on fait des études beaucoup plus tard, on fait des enfants beaucoup plus tard parce qu'on se rencontre beaucoup plus tard. Tu vois, moi, je pense que je galère aujourd'hui parce que j'ai 42. Moi, j'ai d'une à 38. Je te rappelle que tu as 41, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai 41. Donc, du coup, j'ai eu ma première à 36. Et donc... Tu penses que nos filles auront du mal à avoir des enfants ? Ouais, je pense que la PMA sera... Que leur génération va être vraiment beaucoup plus concernée. Ouais, alors sauf si
Enfin, cette congélation d'ovocytes réussit vraiment à rentrer dans les mœurs des jeunes femmes de 25 ans. Quand moi, je rencontre des nanas de 25-30 ans, assez rapidement, donc déjà, je parle de mon projet bébé, la PMA, et je dis, en couple ou pas en couple, envie de parents ou pas, juste en passant, depuis quasiment 1 an maintenant, on peut congeler ses œufs. Je lui dis, pardon si j'ai l'air, tu vois, intrusive, mais moi, je serais toi, je le ferais. Putain, j'ai leur dis 25 ça piges. Ouais. Je dis, moi, j'ai 25 piges, j'ai tes œufs. Je te jure que la nana de 41 aujourd'hui serait penses hyper qu'elles arrivent à contente se d'aller sentir chercher concernées dans mon frigo mes œufs de 25 ans. Vraiment sans rire. Et je me dis, si je peux, tu sais quoi, sur le nombre de fois où je le passe un peu en mode, tu vois, rire, je me dis si ça peut passer le message à certaines et qu'elles me remercient peut-être ou pas, je m'en fous, qu'elles se remercient elles-mêmes de l'avoir fait 10 ans plus tard en disant putain, j'ai des œufs. Je pense hyper que ce frais. qui sensibilise, c'est de voir autour de soi. Celui qui dit ma sœur, elle a eu ça. Donc Ouais. si dans l'entourage proche, les jeunes filles assistent à ça, mais sinon, je pense que ça paraît loin quand même. Peut-être Surtout pas si à 25 ans. 25 ans, t'as même Peut-être- pas envie d'avoir. Tu dis de toute façon, il y en a. Ouais, J'avais au plein de moins, copines. offre-toi l'opportunité, offre-toi la possibilité d'y penser un jour en fait. C'est juste mets des œufs frais de côté et ils vont pas être plus beaux à 25 piges. Même à 30 ans, ils sont encore très beaux. En fait, à partir de 30 ans, c'est comme ça, à 35 c'est ça et à 40, je te raconte pas, c'est la dégringolade parce que j'ai que passé 43 que je n'ai pas encore. Oh, là, ça non. C'est 1%. C'est 1% de chance tous les mois. C'est très, 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 très. Alors très que faible. si tu avais tes œufs de tes 25 ou tes 30 piges, tu as ton bébé direct. Donc non, il faut le faire, les filles. Faites-le. Moi, je dirais à ma fille à 25 piges, tu sais même pas si tu vas avoir un enfant, va faire juste 2-3 piqûres, va mettre des œufs au frais. Je te jure, vraiment. Ça, c'est le message, j'ai envie de dire, qu'on va retenir. Non, mais pour conclure le podcast, il me Bah semble ouais. que c'est le message le plus fort à passer. Écoute, tant mieux. T'es d'accord avec ça? Allez, congelez vos œufs, les filles. Et merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.